Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour les personnes qui nous suivent depuis ce matin. Je vous rappelle que toutes les émissions seront ensuite en replay sur la chaîne de la Ligue, sur la chaîne YouTube de CEP Avenir, et vous pourrez les retrouver ainsi assez facilement. Cet après-midi continue avec une conférence qui tourne autour de la communication et des proches. Le thème de la journée mondiale cette année, comme l'année dernière et comme l'année prochaine, pour travailler sur un sujet sur 3 ans, c'est connexions, c'est les connexions neuronales, mais aussi avant tout les connexions avec les proches et avec les autres personnes qui ont la CEP, les pairs. Et cet après-midi, nous allons avoir du coup Ariane Sanchez qui va nous parler du point de vue du psychologue. Elle est psychologue et coordinatrice du réseau Rhône-Alpes CEP. Et ensuite, nous aurons un échange avec Nathalie Dumay, qui est patiente experte à la Ligue, et Gwenaëlle Tual, qui est la présidente de l'Association française des aidants, pour parler de ces personnes dont on ne parle pas assez, les aidants, en particulier dans la sclérose en plaques. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour à tous, je suis Ariane Sanchez, je suis psychologue au réseau Rhône-Alpes Sclérose en plaques. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler sur la communication avec votre proche atteint de sclérose en plaques. Donc, j'imagine qu'il y a des proches qui sont connectés. Il y a aussi peut-être des personnes atteintes de sclérose en plaques qui le sont. Je pense que tout le monde trouvera son compte dans cette présentation et j'espère qu'effectivement les situations que je vais présenter vous parleront et vous aideront à avancer. Alors, juste un petit prérequis avant de commencer. Pourquoi favoriser la communication finalement avec son proche malade? Donc, vous le savez, la maladie, comme la sclérose en plaques, est une maladie chronique qui implique une annonce de diagnostic initial qui peut être difficile et puis des annonces qui peuvent être présentes au cours de la maladie lors de son évolution, de changement de traitement par exemple. Et en psychologie, ces annonces sont de plus en plus considérées comme des expériences traumatiques pour les patients et pour les proches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un traumatisme? Un traumatisme, c'est une expérience singulière où on ressent une rupture dans la continuité de son existence. On pourrait imaginer notre vie comme un fil et le traumatisme vient créer une rupture de manière à ce qu'il y ait un avant et un après cet événement. Donc cet événement qui va venir faire éruption et fraction va prendre beaucoup de place dans l'espace psychologique, et il va venir, menacer l'appartenance de la personne, à son groupe d'appartenance, à sa communauté. Donc il va y avoir un risque d'isolement à ce moment-là, donc un risque d'isolement, physique, mais il peut y avoir aussi un sentiment de solitude. Je peux être entourée, mais avoir l'impression d'être seule à faire face, à tout cela. Cet événement traumatique va générer des chamboulements, avec la nécessité de repenser le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au monde. Et donc, il va engager la nécessité d'un travail de reconstruction pour s'envisager avec ce nouveau paramètre de vie. Ce travail de reconstruction et d'adaptation à la maladie, c'est ce qu'on va appeler la résilience. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias. La résilience, ce que ça veut dire, c'est la capacité à retrouver un équilibre de vie, en ce qui nous concerne aujourd'hui, un équilibre de vie avec la maladie. Et donc, les études psychologiques montrent qu'un des meilleurs facteurs prédicteurs de la résilience, ce sont les ressources relationnelles et la qualité des relations que la personne malade va avoir avec son entourage. Donc, en tant que proche, vous allez avoir un rôle important puisque ce rôle de soutien, c'est quelque chose qui va permettre à la personne malade de s'adapter et de mieux s'adapter. Donc, les ressources relationnelles, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça permet de s'adapter et de se sentir mieux? Eh bien, parce que notamment, ça répond à 3 de nos besoins fondamentaux, au moins. Donc, le besoin fondamental de reconnaissance. Chaque individu a besoin d'avoir l'assurance que ce qu'il vit peut être reçu, entendu et que quelqu'un va pouvoir lui donner de l'importance. La relation, ça va aussi répondre au besoin fondamental d'affection. Donc, l'affection, ça permet de se sécuriser, de se réconforter, de lutter contre le sentiment d'isolement ou de solitude et parfois même de lutter contre le sentiment d'abandon. Et enfin, les ressources relationnelles, ça va permettre de répondre à un besoin fondamental qui est celui de se raconter. On a besoin de raconter qui on est, ce qu'on vit et ce qu'on fait.
Et ça va être d'autant plus important, lorsqu'on va vivre un événement traumatique parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir une rupture dans le fil de vie, avec cet avant et cet après l'événement. Et une des manières d'essayer de lancer un pont de l'autre côté pour recréer le fil de vie, ça va être, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, d'essayer d'expliquer l'événement en question. Et donc pour cela, on va pouvoir avoir besoin de se raconter, parfois, plusieurs fois. Donc les ressources relationnelles sont importantes bien sûr, mais ce qui va primer par rapport au nombre, ça va être aussi bien sûr la qualité de la relation. Donc j'ai essayé de rassembler un certain nombre de critères qui, selon moi, permettent à une relation de qualité de nourrir les besoins fondamentaux dont je viens de vous parler. Donc ce qui va être très important pour la qualité d'une relation, c'est la constance dans la présence. Donc ça ne veut pas dire une présence constante, ça ne veut pas dire que je dois être là tout le temps. Par contre, être là quand on a besoin de nous et avoir, cette continuité dans la présence, ça, c'est extrêmement important. Une qualité de relation, on peut aussi, estimer qu'elle permet l'écoute de l'autre. On peut estimer aussi que ce soit une personne qui puisse respecter notre rythme de reconstruction. L'absence de jugement, évidemment, la bienveillance, l'empathie et puis aussi, quelque chose qui est pas toujours évident, c'est de laisser la possibilité à la personne, malade, de parler ou parfois de se taire. On y reviendra un petit peu plus tard, dans les exemples que je vous donnerai après. Donc pourquoi favoriser la communication? Eh bien, comme on vient de dire, pour, la santé psychique de la personne qui affronte la maladie, pour la vôtre aussi, pour favoriser votre résilience à vous aussi, pour préserver la relation et sa qualité et aussi pour lutter contre le sentiment d'impuissance. Lorsqu'on est le proche d'une personne malade, il y a un certain nombre de situations où on peut se sentir impuissant. On a l'impression qu'on ne peut rien faire pour aider la personne. Donc, dans ces situations-là, heu, il va être important de penser que la présence et la communication, va pouvoir, permettre d'agir auprès de son proche. Parfois, la seule chose qu'on voudrait faire, c'est enlever la maladie à l'autre et puis pour le soulager pendant un temps. Ça n'est pas possible, mais par contre la communication, c'est possible et ça peut être très opérant et très aidant pour votre proche malade. Donc la communication, à quoi ça sert dans une relation? Ben, c'est ce qui va permettre de s'accorder, d'être sur la même longueur d'onde. C'est ce qui va permettre, dans le cadre, d'une annonce de diagnostic, par exemple, d'essayer de réduire l'écart qu'il peut y avoir entre les rythmes, des processus d'intégration de la maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on apprend qu'on est malade ou qu'on passe une étape dans la maladie, il va falloir du temps pour intégrer ce qui arrive, pour l'accepter, pour s'y adapter, pour être en colère, pour être triste et tout cela, ce sont donc les processus d'intégration qui permettent d'accepter, la maladie et d'aller vers cette acceptation. Ça ne va pas se faire au même rythme chez tout le monde. Parfois, le patient intègre très rapidement sa maladie et puis c'est le proche qui est plus en difficulté parce que ça lui fait peur, parce que c'est difficile, de le vivre et de s'en rendre compte et puis parfois, ce sont les proches qui vont accepter plus rapidement la maladie que la personne malade. Et donc la communication, ben, ça va permettre de se dire qu'on n'en est peut-être pas au même endroit dans l'intégration de cette maladie dans le quotidien et que ça peut être OK et qu'on peut faire avec cette différence de rythme. Enfin, ben, la communication, ça va permettre de retrouver un équilibre dans la relation. La relation, elle peut être, chamboulée par la maladie. Cette maladie, elle fait irruption dans la vie de tout le monde. Ça demande un certain nombre de réajustements, de problèmes à résoudre, de choses à digérer émotionnellement. Et la communication, ça va permettre d'essayer de retrouver une manière de fonctionner, qui prenne en compte ce nouveau paramètre de vie. Donc, souvent la maladie, ça crée des changements dans les rôles de chacun, dans un foyer, par exemple et la communication, ben, ça va permettre de poser les choses et puis d'essayer de trouver une nouvelle manière de faire, avec un bon compromis pour tout le monde. Donc pour essayer d'être, claire et concrète et de vous donner aujourd'hui des clés de communication, avec la personne malade, j'ai essayé de répertorier 9 clés, qui j'espère, vous aideront dans votre communication avec votre proche. Donc la première clé, c'est de ne pas hésiter à demander à la personne malade ce dont elle a besoin et ce qu'elle attend de vous en tant que proche.
Souvent, on va avoir tendance à essayer d'interpréter, de deviner ce que l'autre souhaite. Et finalement, on peut, assez régulièrement se retrouver à côté de ce que la personne souhaite et du coup, c'est frustrant pour tout le monde parce que la personne malade n'a pas l'aide dont elle a besoin à ce moment-là ou le soutien dont elle a besoin à ce moment-là et puis moi, en tant que proche, ben, je suis frustrée parce que j'ai pas l'impression d'avoir apporté ce que la personne avait besoin à ce moment-là et tomber à côté, ça arrive y compris dans des relations qui peuvent être extrêmement, fusionnelles. Donc essayer de ne pas trop anticiper les choses et d'essayer d'avoir ce réflexe plutôt de demander, «J'ai l'impression que tu ne vas pas bien dans cette situation, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» et d'initier le dialogue. Après, une deuxième chose qui peut être difficile, c'est, d'accepter que l'autre puisse avoir besoin de quelque chose, qui ne serait pas ce que nous, on aurait attendu dans cette situation-là. On a tous des besoins différents face à des problématiques en fonction de qui on est, de notre vécu, de notre personnalité. Et il est important de respecter que votre proche malade, il a des besoins que vous n'estimez peut-être pas avoir vous si vous étiez dans une situation similaire. Donc, je vous ai marqué en exemple le besoin en sortie d'hospitalisation. J'ai reçu un couple récemment et puis, la c'est la femme qui était malade et la femme, me disait: «Ben, à chaque fois que je sors de 3 jours d'hospitalisation parce que j'ai fait un flash de cortisone, mon conjoint, invite toute la famille à la maison, pour le week-end et moi quand je sors de l'hôpital, je suis épuisée, j'ai qu'une envie, c'est de, me retrouver chez moi et puis de me reposer». Et puis j'interroge monsieur sur, pourquoi finalement, il invite la famille à ce moment-là et finalement, ben, dans la tête de monsieur, c'était, ben, ma femme, la pauvre, ça fait 3 jours qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est seule, qu'elle voit pas beaucoup de monde, moi je me dis que quand elle sort, elle a peut-être envie de se sentir entourée. Donc on voit qu'il y a 2 regards à ce moment-là sur la même situation. Les 2 regards sont valables évidemment, mais si on ne s'accorde pas sur ces besoins-là, ben, généralement ça ne fonctionne pas. Donc toujours essayer de se focaliser sur les besoins de l'autre et pas ce qu'on imagine que l'autre aurait besoin. Il arrive que certaines personnes malades ne savent pas répondre à la question, «De quoi tu as besoin?» parce que c'est une question qui est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser. Là, il est important qu'en tant que proche, vous gardiez à l'esprit que c'est la responsabilité de la personne malade d'apprendre à connaître ce dont elle a besoin et puis ça peut fonctionner par essai-erreur, hein. On peut essayer des choses ensemble et voir ce qui fonctionne le mieux. Et puis, il y a certaines personnes qui gardent l'idée que l'autre doit deviner. Alors c'est un trait de caractère qui est plutôt féminin. Mmh. Généralement, c'est plutôt les femmes qui, sont dans l'idée que le conjoint ou le parent doit deviner, ce que l'autre souhaite. Heu, Désolée mesdames, mais il y a un effort à faire de ce côté-là, pour vous. Essayez d'exprimer, plus souvent ce que vous avez besoin et essayez voilà, d'apprendre, que l'autre, ne peut pas deviner tout ce que vous avez dans la tête en permanence. Donc la personne, si la femme est malade par exemple, doit faire cet effort d'exprimer ce dont elle a besoin et puis le proche doit faire l'effort de demander, de poser la question, de s'intéresser. Une deuxième clé importante, c'est s'accorder sur, la position de communication de chacun sur la maladie. On n'a pas tous les mêmes besoins de parler de la maladie en tant que patient, en tant que proche et en fonction de qui on est, comme proche autour de la personne malade et il est important de se poser tout simplement la question, avec la personne malade et de dire: «Bah, est-ce que tu souhaites en parler? Est-ce que tu souhaites pas en parler? Est-ce que je peux en parler uniquement si c'est toi qui abordes le sujet en premier. Est-ce que tu t'attends peut-être à ce que je prenne de tes nouvelles régulièrement et que je te demande comment ça va régulièrement?» Voilà, il est important de réfléchir à tout ça et puis de réfléchir aussi à la manière de s'informer sur la maladie. Est-ce qu'on s'informe ensemble? Est-ce qu'on s'informe, séparément? Heu, une troisième clé peut être, la nécessité d'exprimer, votre besoin en tant que proche à la personne malade, qu'elle puisse vous parler. Il m'arrive souvent de recevoir des proches qui me disent: «Moi, je suis très frustrée, je suis très en difficulté parce que, la personne malade que j'accompagne, elle ne me parle pas et du coup, comme elle ne me parle pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment l'aider, comment être auprès d'elle». Hem, Quand je pose la question aux personnes malades, la grande majorité me disent que, ils n'osent pas exprimer, toujours ce qu'ils vivent par rapport à la maladie
parce qu'il y a une volonté de protéger les proches. Finalement, peut-être que si je n'en parle pas, ben, cette maladie, elle est moins réelle pour eux et du coup, je les protège de cette manière-là. Alors, il y a des proches que ça protège. Il y a des personnes qui ont une personnalité qui fait que, c'est plus facile de s'adapter et d'affronter la maladie si on n'en parle, pas trop souvent. Et puis il y a des personnes pour lesquelles ça va être extrêmement anxiogène, extrêmement frustrant, de ne pas pouvoir parler de la maladie avec la personne malade. Donc là encore, c'est la communication qui va permettre de s'accorder et de faire le point sur: «Quel besoin as-tu? Quel besoin j'ai moi? Et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis en fonction de nos 2 besoins sur cette nécessité de parler ensemble au nom de la maladie?» En tant que proche, une, 4e clé consisterait aussi à faire preuve, d'intérêt, d'essayer de poser des questions pour mieux comprendre ce que la personne malade, vit. Alors les proches souvent me disent: «Mais quand je pose des questions, j'ai peur de faire repenser à la maladie, à la personne malade et j'ai peur que ça la fasse souffrir, de la rendre triste, de la mettre en colère. Du coup, moi, je pose pas de questions parce que j'ai pas envie de générer toutes ces émotions négatives chez elle». Alors là, encore une fois, toutes les personnes malades, bien sûr, sont différentes. Hem, il s'agit également de poser la question. Il y a certaines personnes malades, il y en a même beaucoup, en tout cas celles que je rencontre, en accompagnement psychologique, qui ont besoin de voir que le proche spontanément s'intéresse, est curieux de comprendre ce que l'autre vit. Alors pas curieux dans le mauvais sens évidemment, hein, curieux dans l'idée de: «Je vais chercher à comprendre, ce que l'autre vit et quelles sont les situations, qui, heu, qui le mettent en difficulté ou quelles sont les situations qui l'aident». Une 5e clé pourrait être de générer des contextes qui favorisent les échanges. En tant que proche, vous pouvez, peut-être, voilà, inviter votre proche malade à être dans un contexte où ce sera peut-être plus facile pour lui de parler. Alors ça peut être un contexte de vie, personnelle, ça peut être, un rendez-vous commun chez le médecin, ça peut être une journée d'information, ça peut être, un webinaire comme aujourd'hui, regarder des conférences et des ateliers ensemble pour pouvoir en discuter ensuite. En tout cas, vous pouvez, apporter des contextes qui vont peut-être faciliter les échanges, permettre de prendre le temps de se poser et de parler de la maladie quand vous en ressentez la nécessité. Une une 6e clé serait de pouvoir exprimer vous, en tant que proche, ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous comprenez. Alors souvent, quand je dis ça aux proches que je reçois, ils me disent: «Ah non, non, moi, c'est pas moi qui vis la maladie directement, moi, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à dire quoi que ce soit, moi, je suis là et je protège mon proche, il faut pas que l'attention soit attirée sur ce que mes difficultés à moi, finalement». Pourtant, exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez ou ce que vous comprenez de l'autre, ça peut permettre de donner l'exemple à votre proche malade. Parce que si vous vous autorisez à exprimer ce que vous ressentez, ben, peut-être que votre proche malade s'autorisera lui aussi, du coup, en miroir, à exprimer ce qu'il ressent. Et puis, ça peut permettre aussi d'indiquer que ben, ce que vous traversez, vous le traversez ensemble, que même si vous le vivez de 2 manières différentes, chacun le vit et doit le traverser, et que ça vous concerne finalement autant que lui, mais pas de la même manière. Et puis exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, ça peut aussi vous permettre, d'exprimer à votre proche ce que vous êtes capable d'entendre ou non. Il y a des situations où, les proches peuvent me dire que ce qui va être difficile, c'est, d'entendre, le proche malade qui va, répéter, la même difficulté autour d'un même symptôme. Ou, lorsqu'on parle de symptômes, invisibles qui sont intimes, la personne proche va pouvoir me dire: «Moi, je me sens mal à l'aise quand mon conjoint, quand ma fille me parle de ça», par exemple. En tant que proche, on a le droit d'avoir une limite, comme en tant que personne malade évidemment, heu et cette limite, elle doit être définie à un moment donné pour que les choses puissent être honnêtes, puissent être claires et puis pour pouvoir s'ajuster autour de ça. Ça n'est pas parce qu'on est proche qu'on est capable de toujours tout entendre et c'est OK. On a le droit chacun d'avoir une limite à ce qu'on peut apporter comme soutien, comme présence, et à quel moment on ne se sent pas capable d'être présent pour l'autre. Et plus ça ce sera clair, plus ça permettra d'ajuster la relation et que chacun y trouve son compte. Une 7e clé pourrait être de partager des expériences communes en dehors de la maladie.
lorsqu'il y a un diagnostic de maladie ou un changement dans la maladie, une maladie au long cours, la présence de la maladie peut se faire très importante et beaucoup de choses, doivent parfois se réorganiser autour de cette maladie et il est important d'essayer, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire peut-être plus facilement en tant que proche, d'essayer de préserver des espaces, où on fait des activités ensemble, où on passe des moments ensemble et où dans ces moments-là, la maladie n'est pas le centre du fait qu'on communique, qu'on parle et qu'on partage quelque chose. Une huitième clé pourrait être d'essayer de ne pas toujours tout expliquer par la maladie. C'est quelque chose que les patients me disent être, souvent, assez agaçant pour eux. C'est lorsque les proches sont dans une répétition avec l'idée d'essayer d'expliquer le comportement de la personne ou ce que la personne vit, uniquement à travers le filtre de la maladie. Donc souvent dans le langage de tous les jours, ça passe par une phrase du type, «Si tu réagis comme ça, c'est parce que, ta maladie te met dans telle position». C'est quelque chose qui peut être, assez difficile à entendre pour la personne malade. Donc bien sûr que la maladie explique un certain nombre de choses et il est important d'essayer, de ne pas tout voir à travers ce filtre-là et de ne pas, oublier que, bah, la personne, malade, elle a une personnalité, un vécu, une manière de se comporter, heu et tout ne s'explique pas toujours par la maladie. J'ai une adolescente que j'ai reçue en consultation, récemment qui a la vingtaine et qui se qualifie, assez facilement de quelqu'un de plutôt feignant, qui aime pas trop faire les choses, qui préfère laisser, faire les choses aux autres et puis finalement, son copain de l'époque lui disait toujours: «Ah mais si tu fais rien, c'est parce que tu es fatigué et que la maladie te fatigue» et cette adolescente que j'ai reçue, du coup, elle revendiquait vraiment le fait que c'était sa personnalité et que non, elle aime bien, procrastiner, elle aime bien, laisser les autres s'occuper d'elle et que c'est pas lié à la fatigue de la maladie, c'est lié à sa personnalité. Donc l'idée, c'est d'essayer de garder la possibilité de faire la part des choses entre qu'est-ce que la maladie peut impliquer, dans le quotidien et qu'est-ce qui est de l'ordre, de la personnalité de la personne, de son comportement ou d'autres événements extérieurs qui n'ont rien à voir avec la maladie. Une dernière clé importante, serait de pouvoir dire ce que vous ressentez vraiment et essayer d'arrêter de détourner ce que vous pensez et de dire, les choses très directement. Alors, on le fait tous, hein, au quotidien, donner une explication à une situation, qui n'est pas, la vraie explication. Je vais vous donner un exemple, mais vous verrez que ça peut donner énormément de quiproquos. Heu, j'ai reçu une patiente en consultation, qui me disait que, donc elle est avec un nouveau, conjoint qui n'est pas le papa de ses enfants. Et donc le conjoint a 2 enfants et elle a 2 enfants. Et ses enfants, elle les voit pas souvent. Et du coup, quand ses enfants viennent à la maison le week-end, heu, elle aime bien être, uniquement, avec eux et puis avec son nouveau conjoint et qu'ils soient, tous les 4. Et puis, le conjoint, pensant bien faire, elle dit: «Ah bah tes enfants, viennent ce week-end, on pourrait inviter les miens aussi, comme ça on serait tous ensemble, ce serait chouette, on partagerait, quelque chose tous ensemble». Donc cette personne, cette patiente qui était donc atteinte de sclérose en plaques et qui avait envie de profiter de ses enfants, n'a pas osé dire à son conjoint qu'elle préférait profiter de ses enfants, seule et d'être, uniquement à 4 et pas à 6 et au lieu de dire ça à son conjoint, elle lui a dit: «Ah mais non, on va être trop, il y aura pas de place, pour qu'on dorme tous à la maison». Et du coup, comme elle a donné cette justification-là à son conjoint, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a cherché une solution pour faire dormir tout le monde dans la maison. Donc il a commencé à réfléchir à est-ce qu'il y a des amis qui pourraient nous prêter un matelas, quelque chose pour qu'on puisse installer tout le monde dans la maison. Et du coup, pendant que lui était en train de chercher des solutions à un problème qu'il pensait être le bon, bah, en fait, ma patiente, elle était super mal parce qu'elle se disait: «Oh là là, ils vont tous venir, ils vont être 6, moi je vais pas supporter, ça va faire trop lourd» et cetera. Et finalement, le défaut de communication à ce moment-là, il est venu du fait que la patiente n'a pas pu exprimer ce qu'elle pensait vraiment à ce moment-là. Et évidemment, ben, en tant que proche, vous pouvez faire la même chose. Essayez de donner la bonne explication à ce qui vous met mal à l'aise dans une situation. Et ça, c'est valable bien sûr dans des situations liées à la maladie, mais dans des situations liées, au quotidien de manière générale. Donc voilà, ces 9 clés qui j'espère vous parlent et vous donnent des leviers pour, réfléchir avec votre communication avec vos proches. J'ai souvent des proches qui me disent: «Mais
Je suis pas psychologue, moi j'ai peur de pas trouver les mots justes, de pas dire les choses de la bonne manière. Il est vraiment très important en tant que proche que vous puissiez garder à l'esprit que 90 de l'accompagnement de votre proche malade, c'est l'écoute que vous lui apportez, c'est l'intérêt que vous lui portez et c'est la compréhension de ce qu'elle est en train de vivre, cette personne. Et ça, c'est différent de vouloir rassurer ou trouver des solutions à tout prix. Vous n'êtes pas obligé de trouver des solutions à tout. Et vous n'êtes pas obligé aussi de rassurer dans toutes les situations. Il y a même des situations dans lesquelles où si je rassure trop, ça va être contre-productif. Parce que si l'autre se sent vraiment mal et que j'essaye de le rassurer, l'autre, il va potentiellement avoir l'impression que je minimise ce qu'il est en train de vivre. Il va se dire, mais mon proche, il a rien compris. Il me dit de passer à autre chose, mais en fait, moi, je peux pas passer à autre chose parce que là, je suis trop mal. Donc parfois, vouloir rassurer, si on veut rassurer trop, ça peut être moins constructif que ce qu'on pourrait le penser. Donc après ces quelques clés, je voulais vous donner des exemples peut-être de situations fréquentes pour que vous puissiez, y réfléchir aussi et puis peut-être que ça générera des questions, autour de retours d'expérience. Donc quelque chose que j'entends souvent, c'est: «Mon proche est dans le déni». Alors c'est déjà important de faire la différence entre déni et dénégation. Quelqu'un qui est dans le déni, il n'est pas malade. Il n'a pas de maladie, il ne va pas voir de médecin, tout est verrouillé. La personne, peut dire clairement: «Je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème». Alors heureusement, le déni, de manière aussi marquée, c'est assez rare. Si ça arrive à quelqu'un de votre entourage, il faut avoir à l'idée que le déni, c'est un mécanisme de défense qui se met en place quand la réalité que je dois affronter, en l'occurrence la réalité de la maladie que je dois affronter, est trop lourde et que je ne pourrais pas le supporter. Du coup, j'ai un mécanisme de défense qui se met en place et qui fait que je vais me couper de la réalité parce que je ne me sens pas capable de la vivre. Alors, ce sont des mécanismes qui sont involontaires, hein, on ne choisit pas d'être dans le déni. Mais si quelqu'un autour de vous est dans le déni, l'objectif pour essayer de sortir de ce mécanisme-là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait si peur à cette personne à l'idée d'affronter cette maladie. Ce qu'on retrouve par contre de plus souvent, c'est la dénégation. La dénégation, c'est une sorte de va-et-vient de la personne malade entre je sais que je suis malade, mais j'ai pas envie de le voir. Donc il y a quelque chose au fond de la personne qui sait qu'elle est malade, elle va pouvoir le dire à certains moments: «Je sais que c'est le cas, je sais qu'il faut que je le prenne en compte», et cetera. Et puis, il y a des moments où elle va être dans l'espoir que cette maladie ne reviendra pas, que ça ne va pas générer de problème dans son quotidien et dans ces moments-là, ben, la personne, elle va faire un peu comme si la maladie n'existait pas. Donc souvent, après, une phase d'annonce notamment, il peut y avoir ce processus de va-et-vient entre: «Je sais que je suis malade, mais je garde espoir que ça n'arrivera pas ou que ça ne se reproduira pas ou que je ne peux pas le voir». Du coup, dans ces périodes-là, ça, il faut garder à l'esprit que c'est parce qu'il y a ce processus de va-et-vient dans un premier temps que petit à petit la personne va intégrer la réalité de la maladie. Et vous, en tant que proche, ben, la position que vous pouvez essayer de prendre, c'est de parler de la maladie quand, la personne peut, admettre qu'elle est malade et puis essayer d'être peut-être plus silencieux quand, la personne, garde cet espoir de ne pas l'être et que cette maladie n'aura pas de réalité dans sa vie. Une deuxième situation assez fréquente, c'est, des proches qui me disent, «La personne malade ne me propose jamais de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux». Alors là, il est important de différencier peut-être, 2 comportements qui pourraient être différents. Heu, une personne malade qui ne veut personne autour d'elle à un rendez-vous médical, ça peut être, soit une personne qui va isoler le problème, c'est-à-dire qu'elle va essayer de mettre le problème dans une case de sa vie et d'essayer de faire que la maladie ne sorte pas de cette case de sa vie. Donc effectivement, la personne ne va laisser entrer personne dans cet espace qui, est associé à la maladie. Donc, généralement, c'est quelqu'un qui ne parlera pas de la maladie avec son entourage, c'est quelqu'un qui fera tous ses soins médicaux, ses hospitalisations seul. Ce mécanisme-là, il peut être vrai dans un premier temps de la maladie. Il est important que petit à petit, la personne malade, ne garde pas ce mécanisme de défense de tout isoler et d'enfermer la maladie dans une bulle en quelque sorte et qu'elle puisse s'ouvrir. Donc quand vous avez un proche qui est dans ce mécanisme-là, il est important d'essayer de garder patience et d'exprimer votre point de vue sur l'intérêt que vous soyez présent à un rendez-vous médical, par exemple. Et puis, il y a des personnes qui vont être dans un tout autre état d'esprit, psychologique.
qui vont plutôt se dire que c'est eux qui portent la maladie et c'est eux qui sont responsables de cette maladie. Et donc, une manière de montrer qu'ils sont responsables de gérer, de réguler cette maladie, ça va être d'aller à ces rendez-vous médicaux seuls, de faire les analyses de sang, de prendre les traitements, et cetera, et d'apprendre à réguler la maladie en toute autonomie. Donc ça, c'est moins embêtant sur le plan psychologique, c'est plutôt même bon signe en termes d'adaptation quand quelqu'un se responsabilise de sa maladie. Par contre, si vous avez l'impression que vous, ça vous met trop de côté, bah, il est important d'en parler pour trouver peut-être un juste milieu entre des temps où vous pouvez aller à certains rendez-vous ensemble et d'autres où la personne malade peut y aller seule. Un troisième exemple qui m'est cité souvent, c'est la personne malade qui parle tout le temps de sa maladie, qui en parle à tout le monde. Alors, quelqu'un qui aurait besoin d'en parler à tout le monde, souvent, c'est pour lutter contre l'anxiété. On l'a vu tout à l'heure avec le mécanisme du traumatisme qui fait un trou dans la ligne de vie avec le avant et le après l'événement et avec ce besoin de se raconter pour essayer de combler le trou et la rupture qui a été créée dans l'existence. Donc, si quelqu'un vit les choses de manière traumatique, ben, potentiellement, pour lutter contre l'angoisse de cet événement, cette personne va avoir besoin de beaucoup se raconter, de beaucoup répéter. Et ça va répondre aussi aux besoins fondamentaux dont on a parlé tout à l'heure, qu'on va trouver dans les relations avec la reconnaissance, le besoin d'affection et le besoin de se raconter dont je viens de vous parler. Euh, Si vous, vous êtes mal à l'aise avec l'idée que la personne malade parle à tout son entourage de cette maladie, encore une fois, il est important de le lui dire et de lui expliquer qu'est-ce qui vous met mal à l'aise et peut-être de réfléchir ensemble à choisir des personnes avec, euh, avec qui on va en parler et des personnes avec qui peut-être on va essayer de moins en parler. Un quatrième exemple de situation fréquente que je rencontre, c'est mon proche ne veut plus voir personne. Il est important d'avoir à l'esprit que cette maladie, elle a un symptôme de fatigue qui peut être présent chez 90 des personnes atteintes de sclérose en plaques. C'est la fatigue et la fatigabilité sont des symptômes très invalidants. Et la vie sociale, ça a un coût énergétique très important. C'est une source de fatigue extrêmement forte. Donc effectivement, les personnes malades, en dehors du côté aléatoire de je peux me sentir fatiguée au moment où on va voir nos amis, elle a un coût énergétique que les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent anticiper. Et parfois, en réfléchissant à leur semaine, ben, effectivement, la vie sociale, par rapport à l'énergie que ça me demande et à la satisfaction que j'en retire, ben, la balance, elle n'est pas bonne. Je suis plus satisfait de ne pas y aller que satisfait d'y aller et de ne pas en retirer le bénéfice, alors que je sais qu'après, je vais devoir avoir besoin de plein de jours pour récupérer de cette fatigue. Donc, ce qui fonctionne généralement le mieux dans ces situations, c'est d'essayer de réfléchir à des adaptations des temps sociaux. Un bon moyen d'y réfléchir, souvent, c'est de limiter le nombre de personnes qu'on voit en même temps. Voir euh, un groupe de patients, un groupe pardon, d'amis qui sont 10 ou voir 2 personnes, bah, ça n'a pas le même coût énergétique. Recevoir à la maison, ça n'a pas le même coût énergétique que d'aller chez quelqu'un. Euh, donc, réfléchir à comment est-ce qu'on peut peut-être adapter certains temps sociaux pour que ce soit possible et que tout le monde s'y retrouve. Un temps social au restaurant est généralement plus fatigant qu'un temps social chez un ou une amie. Une cinquième situation qui m'est souvent rapportée, c'est la question de l'agressivité et de la colère. Alors, l'agressivité et la colère, c'est souvent présent dans les phases d'intégration et d'acceptation de la maladie. C'est une étape qui est importante et qui peut être nécessaire pour pouvoir ensuite surmonter le problème et s'y adapter. Et de manière contradictoire peut-être dans un premier temps, on se met souvent en colère contre les personnes qu'on aime le plus. Alors en fait, c'est pas contradictoire du tout, même si c'est difficile à vivre en tant que proche. Mais généralement, on se met en colère contre les personnes qu'on aime le plus, desquelles on se sent les plus proches, parce qu'on aurait cette idée inconsciente que la colère que je vais envoyer à cette personne, elle est capable de la contenir et je sais que ça ne va pas altérer notre relation. Je sais que cette colère, je peux l'exprimer parce que cette personne ne va pas arrêter de m'aimer parce que je me suis mis en colère. Et du coup, ça a quelque chose de sécurisant d'exprimer la colère aux personnes qu'on aime le plus.
Et puis, ce qui se passe souvent dans une dyade patient proche lorsqu'on se met en colère, c'est qu'on est quand même particulièrement très bon en tant qu'être humain pour faire monter la colère au lieu de la faire redescendre. On a tous des phrases qu'on va dire à nos proches lorsqu'ils sont en colère, qui vont les agacer encore plus, les irriter encore plus et faire monter la colère au lieu de la faire descendre. Donc, quand vous remarquez qu'il peut y avoir de la colère et que ça peut générer du conflit dans la relation, il est important, pas dans le moment de la colère, mais dans l'après-coup, d'essayer d'en reparler et de réfléchir à bah, quand toi tu es en colère, comment est-ce que moi je pourrais réagir pour t'aider à te calmer au lieu de pousser le fait que tu vas être encore plus en colère. Et souvent, ce que les personnes répondent à ça, mais c'est pas la seule réponse, c'est que les gens qui se mettent en colère, souvent, ils ont besoin de s'isoler. Ils ont besoin qu'on les laisse tranquilles le temps que la colère redescende et puis qu'on aille les voir ensuite et en reparler ensuite. Donc, en tout cas, quelle que soit la stratégie qui est trouvée, posez la question à votre proche malade. Quand tu te mets en colère, comment est-ce que moi je peux réagir? Qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider à redescendre? Euh, et puis, ben, en tant que proche, vous n'êtes pas obligé de supporter toute la colère du monde non plus. Et vous avez le droit de mettre des limites quand c'est trop. Vous n'êtes pas obligé, comme tout à l'heure on disait qu'on n'est pas obligé d'être capable de tout entendre en tant que proche, ben, on n'est pas obligé non plus de pouvoir tout absorber en termes de colère. Et puis garder aussi à l'esprit que la colère, c'est de l'énergie et que potentiellement la colère, si on sait la rediriger, on peut s'en servir comme une énergie constructive pour faire des projets, pour faire des belles choses. Un autre exemple sur le fait que les personnes malades peuvent faire de l'humour sur leur maladie. Alors en psychologie, être capable de faire l'humour sur sa maladie, c'est considéré comme un mécanisme de défense qui est très élevé. Donc c'est considéré comme une très bonne adaptation à la maladie. Mais parfois, en tant que proche, entendre la personne malade rire de sa maladie, c'est difficile à entendre, c'est blessant. On peut, on n'est peut-être pas prêt à pouvoir en rire encore parce que ça change beaucoup de choses dans la vie et que ça nous met face à des difficultés en tant que proche. Donc, si vous n'êtes pas prêt à en rire, il faut tout simplement expliquer à votre proche que c'est encore trop tôt pour vous. Il y a aussi les personnes malades qui vont essayer de révolutionner le mode de vie de tout le monde, notamment en termes d'hygiène de vie. Des personnes qui, quelque temps après l'annonce du diagnostic, vont chercher à améliorer leur hygiène de vie alimentaire, à faire du sport, à changer, des choses dans le mode de vie de la famille, par exemple. C'est un très bon mécanisme d'adaptation pour faire face à la maladie. C'est une manière de reprendre le contrôle sur la maladie, d'essayer de faire des choses pour lutter contre cette maladie et l'inquiétude qu'elle peut générer. C'est ce qu'on appelle aussi en psychologie de la réévaluation positive, c'est-à-dire que la personne tire des conclusions, finalement, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit, pour se dire: «Ben, voilà, cette maladie, elle est là dans ma vie maintenant, je ne peux pas faire autrement, mais est-ce que je peux en tirer des enseignements, des leçons?» Et du coup, ben, les enseignements, les leçons, ça peut être, une nouvelle hygiène de vie. La problématique est que parfois cette hygiène de vie, la personne malade, aimerait que tout le monde s'y mette, les conjoints, les enfants, les parents et cetera, et que nous, en tant qu'individus, en tant que proches, on n'a pas forcément envie de faire ces changements-là dans notre vie. Donc encore une fois, c'est la recherche du compromis. Un dernier exemple avant de passer à la conclusion, c'est, la personne malade qui va chercher à surprotéger, les proches et qui du coup ne va jamais en parler. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Certaines personnes, effectivement, ont le sentiment que si elles ne parlent pas de leur maladie, elles protègent les proches. C'est parfois vrai, heu, ça n'est pas forcément le cas, et si vous avez l'impression que le fait que votre proche ne vous parle pas du tout de sa maladie, ça vous met en dehors de sa vie, ou en tout cas d'une partie de sa vie, il faut lui en parler, il faut lui dire que vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose d'important dans sa vie, que vous aimeriez pouvoir partager aussi avec elle. Donc si je résume, l'ensemble des propos, heu, les ressources relationnelles sont un facteur de résilience parce que donc la capacité de soutien que vous pouvez apporter en tant que proche, ça va favoriser le sentiment de sécurité de la personne malade, ça peut générer du réconfort et ça va permettre à la personne malade de reprendre petit à petit confiance en soi, de retrouver une place dans sa vie qui sera différente de celle d'avant mais qui peut être, équivalente. Hem, Garder à l'esprit de toujours dire les choses et demander les choses plutôt que d'interpréter et de deviner.
et puis d'essayer de respecter au maximum les besoins et les réactions de chacun parce qu'on est tous différents. On a tous des manières différentes de réagir à des événements et il est important d'être capable d'accepter que chacun réagit à sa manière et avec, les ressources qu'il a. Voilà pour ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou pas dans le chat? Ou si mes collègues vont revenir. Je vous remercie beaucoup, Super. Madame Sanchez. Il y a eu une question à laquelle il a été répondu. C'est une D'accord. demande de contact avec vous. Donc, la personne OK. a eu une adresse mail et ça vous sera retransmis. Parfait. Voilà. On va peut-être. Donc, on vous remercie tous pour cet exposé très, très intéressant et vraiment, en tant que patiente, oui, effectivement, ça nous apporte aussi pour beaucoup, pour communiquer davantage et mieux surtout avec nos proches, ce qui n'est pas toujours facile à certains moments de la maladie. Ça dépend du cheminement qu'on a pu faire, mais au début, effectivement, ça n'est pas facile. Donc, je vous remercie beaucoup pour on vous remercie tous d'ailleurs pour cet exposé. Et on va passer maintenant on va continuer avec Madame Tual, Gwenaëlle, qui va parler donc de son association. Et voilà, donc Gwenaëlle, je vais vous laisser prendre la parole. Pour les questions, je vous rappelle que vous avez un onglet questions. Donc, les questions, je les reposerai à Gwenaëlle en fin d'exposé en tout cas. Voilà, écoutez, merci à tous. On continue donc avec Gwenaëlle. Merci, c'est à vous. Merci Nathalie, bonjour à tous. Je suis ravie que nous puissions échanger ensemble. Donc l'idée c'est que ce soit le plus concret possible et puis que ça puisse répondre tout simplement le mieux possible à vos questions. Donc comme l'a dit Nathalie, il y a un module questions sur le côté. N'hésitez pas tout au long de la présentation à pouvoir les poser pour qu'ensemble collectivement nous puissions ensuite y répondre. Alors je suis donc Gwenaëlle Tual, présidente de l'association française des aidants. Permettez-moi du coup de préciser qui nous sommes avant d'en venir aux différents éléments et aux dispositifs. L'Association française des aidants, c'est une association qui existe depuis 2003. Elle porte les paroles des proches aidants et donc elle milite pour la reconnaissance à la fois de la place et du rôle des proches aidants dans la société. Et ça, on essaie de le faire en ayant une double vision du lien, c'est-à-dire à la fois le lien du proche aidant à la personne accompagnée et également le lien proche aidant à la société, qui est une dimension, la dimension sociétale citoyenne, qui est très souvent évacuée. Et donc, notre action, si je puis dire, elle a trois spécificités. La première, c'est qu'elle s'adresse à tous les aidants, sans distinction, qu'elle soit liée à la situation de handicap, d'âge ou de maladie de la personne accompagnée, et donc également sans distinction de l'âge, de la situation de maladie ou du handicap du proche aidant. Parce que nombre de proches aidants sont eux-mêmes en situation de handicap ou de maladie. Deuxième spécificité, c'est que notre action s'inscrit dans les territoires. C'est-à-dire que les dispositifs que je vais vous présenter ensuite, ils sont coportés avec des structures du médico-social, notamment, qui sont implantées là où chacun de nous sommes. C'est-à-dire pas uniquement dans les grandes villes, c'est également dans les campagnes, pas uniquement en métropole, c'est également en outre-mer. Et puis la troisième spécificité, c'est qu'au cœur de notre projet associatif est inscrit le co-développement. C'est-à-dire, ça n'est pas uniquement élaborer, monter des dispositifs pour les proches aidants, c'est également pouvoir les monter avec les proches aidants. Ça passe aussi bien par le co-développement d'un certain nombre de dispositifs auxquels je vais aller, mais également des réflexions beaucoup plus largement sur la participation des proches aidants à la société. Parmi les dispositifs que nous-mêmes nous mettons en œuvre, il y a des dispositifs qui sont à destination directement des aidants. Je vais vous en citer trois et on pourra détailler si vous le souhaitez par la suite. Le premier concerne les cafés des aidants dont vous avez peut-être entendu parler. Les cafés des aidants, ce sont des temps, des lieux de rencontre entre proches aidants
et qui sont co-animés par un psychologue et un travailleur social, expérimentés justement des questions, des problématiques auxquelles sont confrontés tout à chacun au quotidien, et qui se déroulent le plus souvent dans un bar, dans un café, comme le nom l'indique, en tout cas dans un endroit convivial. Ces cafés des aidants, et je vais vous présenter ensuite la carte de France, sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nous proposons également des formations à destination des proches aidants. J'aurai l'occasion de détailler par la suite, notamment à la fois sur les formations en présentiel ou les formations en distanciel, c'est-à-dire au travers du site Internet. Nous travaillons également les sujets liés à la préservation, la prévention des retentissements sur la santé que peuvent engendrer l'accompagnement d'une personne malade en situation de handicap ou de dépendance. Et ces ateliers santé ont deux particularités. Ils ont effectivement à la fois des apports théoriques et également extrêmement pratiques avec des ateliers de mise en pratique. Et nous proposons également des actions, donc là je vais moins détailler ce sujet-là, mais à destination des professionnels. Alors que ce soit effectivement des formations, hein, nous disposons d'un centre de formation qui est un organisme de formation professionnel, agréé, certifié Calliope, et qui donc effectivement forme des professionnels du médico-social et également des acteurs au sein des entreprises en vue justement de pouvoir tous ensemble améliorer la reconnaissance à la fois de la place et du rôle des proches aidants. Et puis au-delà des formations à destination des professionnels, eh bien, nous mettons en œuvre, nous élaborons également un certain nombre d'outils d'accompagnement, d'outils de conseil sur différents thèmes. L'ensemble de nos actions, elles sont retrouvables sur notre site internet dont vous voyez, je pense, l'URL s'afficher. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez sur une des petites icônes là, qui s'affiche en rose, eh bien, ça vous permet d'accéder au nom du porteur de projet dans vos territoires à proximité de chez vous, avec les coordonnées, et ainsi de pouvoir effectivement regarder quels sont les différents dispositifs qui seraient les plus susceptibles à proximité de chez vous, de pouvoir répondre à la fois à vos besoins et à vos attentes. Alors, j'ai été très rapide sur ces dispositifs, hein, j'y reviendrai par la suite, c'était pour présenter de manière succincte qui nous sommes et donc d'où je parle. Tout à l'heure, Madame Sanchez, effectivement, a abordé un certain nombre d'aspects concernant les situations des proches sur lesquels je ne vais pas revenir, peut-être pour préciser que lorsque l'on parle des proches aidants, de qui parlons-nous? Il y a maintenant un certain nombre de repères statistiques en France. Globalement, vous verrez des chiffres circuler, hein, généralement entre 8 et 11 millions de proches aidants, avec un âge moyen autour de la cinquantaine. Pour autant, nombre de proches sont aussi beaucoup plus jeunes et sont également des jeunes aidants, c'est-à-dire des enfants et des adolescents qui accompagnent un membre de leur entourage, malade ou en situation de handicap. Ce qui est particulièrement intéressant concernant les définitions utilisées pour définir qui sont les proches aidants, c'est qu'il y a quatre éléments clés qui sont des éléments de repère et non pas des éléments de seuil. C'est-à-dire que la plupart des définitions qui sont utilisées eh bien, visent à dire que est aidant ou a un rôle d'aidant toute personne qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou totalement, à un membre de son entourage pour des raisons de maladie, situation de handicap ou de dépendance liée à l'âge, pour les activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire que proches aidants ne sont pas des professionnels de santé. Et d'ailleurs, là-dessus, nous militons justement contre toute tentative de substitution de l'un à l'autre. Et puis, il n'y a pas de notion de seuil, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'est dit qu'une personne, pour être aidant, eh bien, finalement, il faudrait aider, par exemple, X heures par semaine. Tout simplement parce que, finalement, deux personnes pourraient aider selon une même volumétrie d'heures par semaine, mais en avoir des retentissements tout à fait différents au sein de sa vie privée ou professionnelle, parce que, finalement, le rôle d'aidant et sa définition s'apprécie notamment dans la manière dont il se concilie avec les autres domaines de la vie. Et c'est bien pour ça que l'on parle de repères et non pas de seuil quantifié.
parmi les grands éléments de repère, il y a notamment la conciliation avec l'activité professionnelle, et je vais avoir là aussi l'occasion de revenir sur les dispositifs existants pour celles et ceux qui ont une activité professionnelle, sans oublier que nombre de proches n'occupent pas d'activité professionnelle du fait de l'accompagnement d'un membre de leur entourage. Alors, il se passe différentes choses lorsque nous parlons des proches aidants. Souvent, vous savez, il y a ces petites phrases, hein, Madame Sanchez en a évoqué certaines tout à l'heure, mais il y a ces petites phrases du quotidien qui, d'une certaine façon, vous assignent. C'est les petites phrases qui, par exemple, vous disent « écoutez, c'est votre enfant quand même ». Ou d'autres phrases qui vont vous dire « écoutez, après tout ce que votre conjoint a fait pour vous, votre conjointe, écoutez, c'est quand même bien normal de l'accompagner ». Et donc, vous avez un certain nombre de petites phrases comme ça qui, au quotidien, vécues touche après touche, finalement, constituent comme autant d'assignations dont il est tout à fait difficile de se défaire et de se départir. Et puis, il y a d'autres éléments qui assignent au rôle d'aidant, ce qu'on appelle finalement des phénomènes de désignation. Et parmi les éléments qui sont à prendre en compte dans ces phénomènes de désignation, il y a notamment le volume d'heures nécessité par la situation d'accompagnement. Je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, dans les situations où il y a le choix, c'est-à-dire des parents dont un enfant est malade. Et bien souvent, ce qu'il est observé, c'est que dès lors qu'il y a le choix, c'est-à-dire entre l'un des deux parents, le processus de désignation s'opère le plus souvent auprès de la femme. Lorsque, par exemple, c'est quelqu'un, ou plutôt cette fois-ci, on va dire le beau-parent, beau-père, belle-mère, qui est malade. Eh bien, là aussi, si parmi les enfants, les beaux-enfants, il y a le choix, on observe également que le phénomène de désignation va se diriger plus précisément vers les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de déterminants sur le plan socio-économique, notamment au niveau du travail, au niveau salarial, qui influent sur le mécanisme de désignation. Parce que bien souvent, comment va s'opérer ce choix, entre guillemets? Eh bien, ça va être la personne qui a le plus petit salaire, dont on se dira que finalement, c'est ce qui privera le moins le foyer, qui sera la personne désignée et qui, dans nombre de cas, passera à temps partiel ou arrêtera complètement son job. Il y a donc des phénomènes de désignation, des phénomènes qui influent de manière très forte sur ces sujets-là qu'il faut prendre en compte parce qu'ils vont avoir ensuite leur importance dans la possibilité justement à la fois de pouvoir dire ce que l'on veut, ce que l'on peut dans la relation d'aide, dans la relation d'accompagnement, mais également dans la possibilité de recourir aux dispositifs et aux droits existants. Et donc derrière, l'enjeu finalement, il va être pour chacun de trouver sa juste place. Et de trouver sa juste place sans être dans une attitude qui soit condescendante, jugeante, c'est absolument pas le sujet ici. Le sujet, c'est finalement comment chacun peut être accompagné dans l'autodétermination de ses choix, dans justement ce qu'il va pouvoir, vouloir dans la relation à l'autre, en respectant tout à la fois le proche aidant et également la personne accompagnée, c'est-à-dire en ne confisquant les paroles ni de l'un ni de l'autre. Et dans l'accès aux dispositifs, eh bien de pouvoir identifier les dispositifs qui vont pouvoir être acceptables aussi bien pour le proche aidant que pour la personne accompagnée. Alors, le sujet de la conciliation, il a particulièrement été mis en lumière depuis le début de la crise du Covid-19, tout simplement parce qu'en raison de la fermeture d'établissements, en raison de la suspension de visites au domicile de structures, soit par manque de matériel, soit par crainte de faire rentrer le virus au domicile, eh bien, nombre de proches ont eu à prendre le relais en ce qui concerne des actes, des gestes de soins rendus indispensables. Et puis, au fur et à mesure que les phases ont passé, hein, on a eu d'abord le fameux confinement 1, il y a eu le déconfinement, d'autres formes de confinement qui ont d'ailleurs été différentes selon les territoires. Eh bien, tout le monde n'a pas été déconfiné de la même manière et au même moment.
Et pour certains proches aidants, le déconfinement n'a toujours pas eu lieu. Et donc derrière la possibilité justement de pouvoir renouer avec une vie sociale, eh bien, se fait de plus en plus dur et difficile. Donc les impacts du Covid-19 vis-à-vis des proches aidants ne sont certainement pas encore complètement mesurés. Il va y avoir des retentissements à beaucoup plus long terme dont on ne mesure, à mon avis, pas encore tous les effets. Alors, rentrons maintenant, si vous me le permettez, dans le concret justement des dispositifs existants. D'abord, une précision. Tout à l'heure, j'évoquais ces repères statistiques entre 8 et 11 millions d'aidants en France. Pour autant, tous les aidants n'ont pas besoin d'aide. C'est-à-dire que là non plus, il n'y a pas d'injonction à se faire aider. Il y a des situations pour lesquelles tout ça se passe, les conciliations se passent bien, certes, elles peuvent certainement faire l'objet de coups de pouce à des endroits ou d'autres, mais globalement, il n'y a pas de retentissement délétère, négatif, que ce soit sur la santé ou d'autres aspects de la vie. Et donc, d'avoir une vision, si vous voulez, nuancée, sans d'autres injonctions à aider les aidants ou à se faire aider, quand on ne le souhaiterait pas en tant que proche aidant. Parmi les différents dispositifs existants et que je vais aborder, il y en a qui vont toucher aussi bien à l'information, à la formation, au soutien à la santé et puis aux dispositifs de répit. Ce qui est, me semble-t-il, particulièrement important, c'est en tout cas de pouvoir se dire et de pouvoir du coup et aussi vous montrer qu'il existe en fait toute une palette de dispositifs en France, parfois d'ailleurs très compliqués à comprendre. La lisibilité, la visibilité de ces dispositifs, elle est parfois compliquée, elle relève d'un nombre de cas de parcours du combattant. Cela étant, il y a des dispositifs qui existent. Et l'idée derrière, c'est que chacun puisse identifier justement le dispositif qui pourra répondre aux besoins en fonction de sa situation. Parce que les besoins ne vont pas être les mêmes selon les situations des uns des autres et selon la temporalité aussi. Les besoins, ils évoluent au fil de temps. On va prendre le besoin d'information. Le besoin d'information, il n'est pas le même au moment de l'annonce du diagnostic qu'au moment de l'aménagement du domicile, par exemple. Il n'est pas non plus le même au moment où vous souhaitez, par exemple, peut-être en parler à votre employeur pour requérir l'accès à tel ou tel dispositif. Donc, on ne sera pas sur les mêmes besoins, que ce soit en intensité et en quantité non plus, selon le moment de la vie dans lequel vous allez vous situer. Et cette notion de temporalité, elle me semble extrêmement importante à prendre en considération, parce que finalement, un besoin peut se faire sentir à un moment et plus à un autre. Et c'est très bien comme ça. L'idée, c'est que ça puisse, en revanche, que chacun puisse accéder au dispositif dont il a besoin, sachant qu'il y a un préalable, qui me semble-t-il, il faut quand même se rappeler. C'est que bien souvent, les situations d'épuisement vis-à-vis des proches aidants, elles arrivent quand il y a prise en relais sur des soins, des gestes techniques. J'entendais tout à l'heure dans les témoignages, juste avant que la séquence soit lancée, notamment un monsieur dire, voilà, j'ai été l'infirmier de ma femme. Et bien c'est bien souvent, lorsqu'on est amené à procéder à des gestes justement relevant de professionnels de santé, que l'on se sent seul, que l'on est seul, que l'épuisement vient, avec derrière des retentissements extrêmement forts sur sa propre santé. Et donc, la première réponse finalement, parmi les dispositifs, c'est que l'accès aux personnes malades en situation de handicap, que ce soit aux soins, à l'aide médico-sociale dont ils ont besoin, soit permise, et ça sur l'ensemble du territoire. Et c'est bien souvent parce que ça n'est pas le cas, dans nombre de territoires et de situations, que derrière, il va y avoir des situations pour lesquelles ça va entraîner des épuisements. Alors, concernant le soutien, on peut évidemment se poser la question, par qui? Est-ce que ça va être par ses proches, au niveau de son cercle beaucoup plus large, de professionnels, d'autres proches aidants? Et donc, notamment, par exemple, au travers des cafés des aidants que je vous évoquais tout à l'heure. Est-ce que vous allez privilégier plutôt une approche individuelle, plutôt une approche collective avec d'autres qui vivent la même situation que vous, ou avec d'autres également en tant que proche aidant, mais peut-être confrontés à du coup des problématiques différentes? Est-ce que vous allez préférer pouvoir y participer en présentiel
donc en chair et en os, même si par ces temps de Covid, ça s'est fait plus rare? Est-ce que vous allez préférer plutôt procéder par appel téléphonique, par Internet? Eh bien, parmi toutes ces modalités-là, il existe des dispositifs, je vais vous donner quelques détails. Par exemple, concernant Internet, il y a notamment des portails gouvernementaux qui ont été mis en œuvre. Alors, je pense notamment à monparcourshandicap.gouv, dont vous voyez l'URL à l'écran, et puis également au numéro de téléphone, les communautés 360, dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias, et qui permettent du coup d'avoir quelqu'un en ligne pour justement pouvoir guider dans la myriade des dispositifs et des droits existants. Et donc de pouvoir là aussi essayer de faciliter l'accès aux dispositifs en proximité de chez vous. Et puis, il existe aussi des services publics accessibles par téléphone pour renseigner sur l'ensemble des droits, des congés auxquels vous pourriez prétendre. Je pense notamment à Allo Service Public, qui est accessible au 3939. Là, si vous appelez ce service-là, eh bien, il vous permet du coup de faire le point sur votre situation et de pouvoir du coup au téléphone voir avec vous, selon justement les spécificités de votre situation, les dispositifs auxquels vous pourriez prétendre. Et donc en ayant quelqu'un directement au téléphone. Mais aussi les clics, les plateformes de répit ou d'autres, par exemple les conseils départementaux sont autant d'instances avec les associations qui peuvent vous renseigner sur les dispositifs qu'il existe en proximité de chez vous. Par exemple, il existe un annuaire des missions locales et des maisons associatives. Sur cet annuaire-là, là aussi de façon très pratique, vous pouvez accéder à la liste qui vous permette du coup de pouvoir voir si à côté de chez vous, ce qu'il existe et ce qui vous semblerait le plus adéquat, le plus pertinent. J'évoquais tout à l'heure les cafés des aidants que nous mettons en œuvre sur l'ensemble du territoire. Ils existent maintenant également, en tout cas pour certains, en format distanciel. Donc là aussi, n'hésitez pas, si vous souhaitez pouvoir échanger avec d'autres proches aidants, et puis en même temps être orienté vers des dispositifs mobilisables à proximité de chez vous, eh bien n'hésitez pas à regarder les coordonnées qui sont disponibles sur notre site internet. Et puis peut-être, parce que je posais la question tout à l'heure, peut-être que vous préférez passer un coup de fil, échanger avec quelqu'un, même peut-être un peu plus tard en journée ou sur d'autres horaires. Et bien une association qui s'appelle Avec notre proche et qui vous permet, au numéro de téléphone qui est indiqué là à l'écran, qui vous permet de parler avec un proche aidant qui a très certainement vécu une situation similaire à la vôtre et de pouvoir du coup bénéficier d'une écoute, d'une attention qui vous permet là aussi justement de ne plus et de ne pas être isolé. Parmi les dispositifs qu'il existe aussi des formations, en rappelant que là aussi, ça n'est pas une obligation. Encore une fois, les formations, elles ne visent pas, en tout cas pour nous, elles ne visent pas à vous substituer à des professionnels de santé. Et donc, il existe aussi bien des formations en groupe, plus souvent en présentiel, et puis d'autres qui vont être des formations en ligne directement sur Internet. Nous-mêmes, nous en proposons, notamment en ligne, on propose un parcours de 6 modules, et ce parcours de 6 modules vise à ce que le proche aidant puisse se questionner, analyser sa propre situation et notamment comment il envisage ce qu'il peut, ce qu'il veut dans la relation avec la personne qui l'accompagne, et puis de pouvoir l'orienter vers des grandes catégories de dispositifs. Cette même formation existe en présentiel, donc là aussi, n'hésitez pas sur notre site internet à vous renseigner sur à la fois les différentes séances et puis porteurs de projets à proximité de chez vous qui les mettent en œuvre. Et puis, il existe d'autres formations mises en œuvre par des associations qui vont parfois être beaucoup plus spécifiques justement à des maladies, situations de handicap, mais il en a d'autres qui sont mis aussi en œuvre par des clics, des plateformes de répit, des CCAS, sur d'autres thèmes. Et donc, l'idée, là aussi, c'est que parmi justement l'ensemble des formations qui sont proposées, eh bien, c'est que vous puissiez, j'ai envie de dire, trouver chaussure à votre pied, et en tout cas, trouver à la fois sur la modalité et sur le thème, celle qui répondra le plus à votre besoin, à vos attentes, en gardant bien en tête, encore une fois, que ça n'est pas une obligation. Alors, voici l'URL concernant les formations en ligne que nous proposons à l'association, donc www.formation.aidant.fr.
Si vous souhaitez plus de détails, on pourra y revenir ensuite ensemble lors des questions. Il existe donc au-delà des acteurs qui vont pouvoir vous accompagner pour à la fois accéder à l'information et donc derrière au droit, au-delà des groupes de parole, au-delà des différents temps d'échange, que ce soit en soutien, en formation. Il existe aussi par exemple de la médiation. Je pense notamment au programme de l'UNAF qui propose un dispositif de médiation familiale. Il existe également des dispositifs de répit. Alors, en la matière, il y a notamment la fondation France Répit, qui est une organisation majeure en France sur le sujet et qui a d'ailleurs un dispositif exemplaire du côté de Lyon. Alors, pour celles et ceux peut-être qui nous écoutent, qui sont du côté Rhône-Alpes, il y a la Maison du Répit à Tassin-la-Demi-Lune à côté de Lyon. Et puis, avec une initiative qui a été mise en place qui s'appelle Métropole aidante sur Lyon et qui permet, sur un site internet dédié, de pouvoir géolocaliser tous les dispositifs de la métropole de Lyon et de pouvoir, là aussi, avec la mise en relation, y accéder. Et il propose également une équipe mobile de répit qui se déplace chez vous ou au téléphone pour faire justement le point sur vos situations et celles de la personne que vous accompagnez. Il existe également des dispositifs qui touchent au sujet de l'emploi. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais près d'un proche aidant sur 2 est en activité professionnelle. Et puis pour un certain nombre, l'accompagnement est tel qu'il nécessite de réduire l'activité, passer à un temps partiel, voire de l'arrêter complètement. Parmi les dispositifs qu'il existe, pour en citer quelques-uns, et pareil, hein, si vous souhaitez ensuite des détails sur ceci, on pourra y revenir. Il y a notamment donc, les congés de présence parentale, les congés de solidarité familiale, le congé de proche aidant qui a évolué l'an dernier, c'est-à-dire que depuis 2020, ce congé est maintenant ouvert aux agents publics, donc de la fonction publique. Il est également ouvert aux indépendants et puis aux chômeurs indemnisés. Il y a également le système de dons de jours de repos, donc non utilisés, qui sont attribués aux proches aidants dans les entreprises. Il y a des aménagements qui sont également possibles selon des accords, notamment de branche ou accords d'entreprise, concernant aussi bien le temps, c'est-à-dire les horaires, les annualisations ou encore le lieu. Et puis, il y a eu des évolutions en matière de droit à la retraite, avec notamment l'intégration d'un certain nombre de ces dispositifs dans le calcul des droits à la retraite. Et là, bien évidemment, si vous souhaitez qu'on revienne plus dans le détail sur ces dispositifs et notamment les possibilités d'indemnisation, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire, puisque pour un certain nombre de ces dispositifs, ils peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Je pense notamment au dernier, le congé de proche aidant, pour lequel il y a une allocation journalière de proche aidant qui est possible depuis octobre 2020. Et cette allocation, elle permet d'indemniser à hauteur de 3 mois sur l'ensemble de la carrière une partie du congé de proche aidant. Donc, si vous souhaitez qu'on entre plus dans le détail là-dessus, bien évidemment, n'hésitez pas. D'autres dispositifs également qui, cette fois-ci, concernent la santé. Alors, il existe notamment une ligne qui est proposée par le CIS, le collectif interassociatif sur la santé, hein, la ligne Santé Info Droit. Je pense également à l'association Juriste Santé, qui là aussi vous permet d'être informé, d'être orienté sur toutes les questions juridiques ou bien sociales liées à votre santé. Et puis la CPAM, c'est moins connu et pourtant c'est possible. Eh bien, elle propose des bilans de santé gratuits dont il est possible de bénéficier tous les 5 ans. Il y a également une consultation chez le dentiste prise en charge dans un dispositif spécifique au niveau de la CPAM pour les proches aidants. Et puis, n'oublions pas non plus les centres de prévention Agir Carco. Pour un certain nombre d'entre vous qui assistez à cette conférence, eh bien, vous relevez d'un centre, en tout cas de l'Agir Carco, et donc à ce titre, pouvez accéder à un des centres de prévention et bien souvent, ils proposent des dispositifs en matière de prévention des retentissements justement sur la santé. Il y a d'autres dispositifs qui existent, cette fois-ci des dispositifs qui vont viser à indemniser, donc hors les congés que j'ai énumérés tout à l'heure. Je pense notamment au dispositif d'indemnisation via la PCH
ou bien le dispositif qui permet d'être salarié. Je fais bien la distinction entre les deux, hein, ce sont deux dispositifs différents via la PCH également. Et puis des dispositifs similaires via l'APA. Il existe également des structures qui proposent pour les jeunes aidants des dispositifs à la fois d'échange et des dispositifs de répit. Donc nous-mêmes, nous proposons des ateliers à destination des jeunes aidants, donc c'est-à-dire enfants et adolescents, qui accompagnent un membre de leur entourage malade en situation de handicap. Et puis je pense également à d'autres associations, comme par exemple l'association JADE, J-A-D-E, qui propose également des ateliers cinéma-répit dans plusieurs régions de France. Je m'arrête là sur les dispositifs. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse répondre à vos questions en la matière et détailler uniquement ce dont vous avez besoin et écarter du coup ce qui ne fait moins sens. Donc, je vais redonner la parole à Nathalie. Merci Gwenaëlle, merci pour cette présentation formidable et éclairante en tout cas. Effectivement, l'aidant aimant est confronté aussi à la maladie de son proche, mais d'un autre point de vue. Il rencontre en filigrane de ce que disait tout à l'heure la psychologue Ariane Sanchez, il rencontre des difficultés non seulement de communication avec son proche, mais ils ne connaissent pas forcément en fait les associations, les organismes qui peuvent leur apporter à eux aussi du soutien. Donc votre présentation a été très éclairante de ce point de vue. On se pose toujours la question de l'emploi, est-ce qu'on se met un peu en retrait de l'emploi, à quoi peut-on bénéficier, enfin à quoi peut-on prétendre si on se met un petit peu en disponibilité. Bon, ça vraiment tout a été très clair et il est important de savoir que l'aidant aussi a sa place dans la maladie et que en fait il peut bénéficier d'aide, d'informations, de formation, et ça c'est très très important. Et ce qui est très important, c'est que vous soyez déployés partout sur le territoire. On parlera de la métropole aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des personnes d'outre-mer, mais enfin ça c'est franchement génial. Je ne vois pas de questions en revanche, Gwenaëlle, donc si vous avez d'autres choses, donc j'ai d'autres endormi tout précisions le à monde, apporter. en fait, c'est ça. Ah non, du tout, je pense que non, vous ne les avez pas endormis. Au contraire, je pense qu'ils vous leur avez donné tellement, tellement d'informations. Donc, les questions, elles viendront peut-être après. Attendez, j'ai une question d'Alexandra. Existe-t-il un congé parental spécifique pour les aidants? Alors, il y a plusieurs manières. Je vais voir si j'ai bien compris la question. Alors, congé parental, ça dépend ce qui est posé comme terme derrière. En termes de congé, de manière très. Donc, il y a le congé de proche aidant que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui est effectivement un peu, entre guillemets, la nouveauté, en tout cas de 2020, puisque son périmètre d'application a été élargi. Alors, soyons très clairs, hein, c'est encore, en tout cas de notre point de vue, trop restreint et le processus trop compliqué, mais bon, ça a constitué malgré tout une avancée. Donc, le congé de proche aidant, lui, c'est un congé de 3 mois sur une année et que vous pouvez prendre jusqu'à 1 an sur l'ensemble de votre carrière. Donc 3 mois, une année, et que vous pouvez renouveler jusqu'à 1 an sur l'ensemble de votre carrière. Mais c'est pour les aidants dont le proche accompagné est en situation de handicap reconnu à égal ou supérieur à 80%, ou dont le proche accompagné est reconnu dans une situation avec un GIR de 1 à 3. Donc, vous voyez, extrêmement restreint. Et ce congé-là, il peut être indemnisé, non pas sur un an jusqu'à l'ensemble de la carrière, mais jusqu'à 3 mois sur l'ensemble de la carrière. Et c'est un processus qui transite par la CAF ou la MSA, si vous dépendez de la MSA. Parmi les autres congés, il va y avoir le congé de présence parentale. Alors, c'était peut-être celui-ci plus je pense. Voilà, elle pensait, c'est-à-dire que le congé de présence parentale, lui, il est pour les parents qui ont à charge un enfant de moins de 20 ans dont la situation, donc maladie, accident, handicap, rend la présence parentale indispensable. Et c'est 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans. Et lui, il peut être aussi indemnisé via une autre allocation qui est l'allocation journalière de présence parentale.
Il y a ça, mais il y a également la possibilité d'aménagement d'horaire pour les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée. Il y a un article de loi très spécifique là-dessus, donc ça en fait partie. Il y a également les deux jours de congés supplémentaires par an pour les parents d'enfants en situation de handicap. C'est sous certaines conditions, mais si vous souhaitez avoir les liens, c'est possible. Et puis, il y a également le droit à un congé d'au moins 2 jours suite, cette fois-ci, à l'annonce d'un handicap chez un enfant. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, il y a les 2 jours de congé supplémentaires par an. Et puis, il y a le droit à un congé d'au moins 2 jours suite à l'annonce pour le congé parental. Et puis après, dans d'autres situations, on a évoqué donc le congé de présence parentale, le congé de proche aidant. Il y a aussi le congé de solidarité familiale, qui, lui, est un congé de 3 mois, renouvelable une fois. Il est fractionnable, d'ailleurs, comme l'autre congé de proche aidant. Il peut être transformable en activité à temps partiel avec l'accord de l'employeur. Ça va être pour les aidants dont par exemple, l'enfant, puisque la question est portée sur le congé parental, souffre d'une pathologie qui met en cause son diagnostic vital ou alors est en phase avancée terminale d'une affection dite grave et incurable. Et donc, lui, il peut aussi être indemnisé, cette fois-ci par une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Alors, vous voyez, il y a effectivement une myriade dans laquelle il n'est pas simple de se repérer, puisque voilà. Je pense qu'Alexandra s'était repérée dans ce que vous aviez pu dire précédemment. C'était bien lié à un congé pour un enfant. J'ai une autre question. Vous voyez qu'elles arrivent, les questions maintenant. Je vous en prie. Voilà. Donc, une autre question d'Emmanuel. Comment reconnaît-on un aidant? Alors, comment reconnaît-on? Est-ce que c'est reconnaître, officiellement? Est-ce que le statut d'aidant est reconnu? Ou voilà, si on peut préciser, Emmanuel, s'il vous plaît. En attendant, je vais passer à une autre question d'Isabelle. Pour un ado de 15 ans, il peut trouver de l'aide où peut-il trouver de l'aide et dans quelles associations? Bien sûr. Alors, j'espère avoir bien. Voilà. Pour un ado de 15 ans, Oui. donc, parmi les dispositifs, il y a nous-mêmes à l'Association française des aidants, donc un certain nombre de dispositifs dédiés aux jeunes, donc ne pas hésiter à nous contacter. Il y a également l'association JADE, JADE, qui fait un travail formidable, qui propose des ateliers cinéma répit, mais pas que, et déployés dans plusieurs régions de France. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais notamment, il y a l'Île-de-France, Normandie, puis Occitanie. Et puis, vous avez également, du côté de Lyon, une structure qui propose cette fois-ci une ligne d'écoute et puis d'autres formats qui s'appellent Pause Brindille. Donc voilà, vous avez plusieurs structures. Vous avez également les maisons des adolescents. N'hésitez pas. Les maisons des adolescents accueillent, reçoivent, orientent d'ores et déjà nombre de jeunes qui sont en situation d'accompagnement. Et les maisons des adolescents sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, en termes d'information, d'orientation, vous allez voir les structures associatives et puis ces organisations comme les maisons des adolescents ou même le fil santé jeune, qui est un fil téléphonique que le jeune peut joindre directement d'ailleurs. Et puis après, vous avez des dispositifs, des moments d'échange, des groupes de parole, qui sont parfois organisés aussi par des associations qui vont être plus dédiées à certaines maladies. Et puis, vous avez également des dispositifs répit, par exemple. D'accord. Donc, Guillaume avait répondu avec un lien, un URL concernant lesjeunesaidants.com et l'association nationale JADE. Donc, Isabelle, je pense qu'elle est satisfaite de toutes les informations qu'elle aura eues. Concernant le congé parental, Alexandra, je vous remercie de la réponse, elle était très complète. Et Emmanuel, concernant le statut, l'aidant, c'était, alors je vais reprendre la question, c'était bien sur le statut d'aidant. Attendez, comment reconnaît-on un aidant? Donc le statut d'aidant, comment le reconnaît-on ou comment l'acquiert-on? Je ne sais pas si le terme est approprié, mais voilà. C'est la grande question. C'est la grande question et merci du coup de la poser parce que elle est tout sauf simple à répondre. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que Madame Sanchez disait tout à l'heure, je me permets de reprendre ses propos, j'espère sans les trahir, si on est avant tout dans une relation à l'autre.
même ça transpirait les témoignages qui étaient diffusés juste avant la séquence. On est avant tout le conjoint, la maman, la fille, etc. Donc on est avant tout dans une place, dans une relation à l'autre avant d'être dans un rôle. Ce qui fait qu'effectivement, le terme aidant ne parle pas à beaucoup de personnes. Et il parle d'autant moins que le terme aidant est une construction des professionnels. C'est le mot, oui, pardon. Excusez-moi, Gwenaëlle. Oui. Emmanuel précise que c'est son compagnon. Il s'agit de son compagnon, hein, si ça peut changer la donne. Alors, donc, du coup, donc, déjà, le terme aidant, effectivement, est un terme que peu dans lequel se reconnaissent parce qu'il désigne avant tout une fonction là où tout à chacun se situe finalement dans une place vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'il existe un statut? Si je réponds sur le plan du corpus législatif, un statut, c'est quoi? C'est un ensemble de dispositions contenues dans le corpus de droit. Et de fait, il existe des dispositions dans le corpus de droit. Est-ce que pour autant, il y a un statut comme on l'entendrait sur d'autres statuts en tant que tel? Non. Donc, il y a des dispositions législatives. En revanche, il n'y a pas un statut en tant que tel. En faut-il un? C'est encore une autre question. Et puis, Madame, elle souligne un point, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on parle des proches aidants, bien souvent, on parle des femmes. Et donc, du coup, pour ces messieurs, et je pense que tout particulièrement dans la sclérose en plaques, c'est délicat aussi. Parce qu'à la force d'entendre parler des femmes, et notamment en milieu professionnel, et bien finalement, on n'autorise pas ou on ne crée pas les conditions pour que tout à chacun, et notamment les hommes, s'autorisent à dire leur situation. Sachant qu'encore une fois, il ne faut pas, de mon point de vue, qu'il y ait d'injonction à dire, à dévoiler quelle est sa situation. Cela doit pouvoir être du choix et du ressort de chacun. Mais en tout cas, on voit bien qu'effectivement, bien souvent, il y a une forme de stéréotype qui voudrait que les aidants ne soient que des femmes et exclusivement des femmes. Eh bien non, il y a aussi des hommes et selon en fait les situations que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les fameuses situations de choix, ben, il y a plus ou moins de femmes ou il y a plus ou moins d'hommes en fait. Alors, je ne sais pas si je réponds du coup si j'ai répondu à Madame. Apparemment, oui. J'ai un oui, Gwenaëlle. Enfin, oui, voilà. Et je n'ai plus d'autres questions. Donc, oui, dites-moi vite si toutes les questions que vous avez posées ont été répondues, vous n'avez pas de précision à apporter, parce qu'on va, là, le temps passe très vite, hein, on ne s'en aperçoit pas quand tout est intéressant. Donc, je vais laisser de nouveau la parole à Guillaume Molinier. Je vous remercie beaucoup, Gwenaëlle. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver sur l'une des sessions autres, hein, je veux dire tout ce qui Avec peut plaisir. être lié à la CEP, aux aidants, ça nous intéresse en tout cas. Je te laisse la parole, Guillaume. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir animé cette session. Merci à Madame la Présidente de l'Association française des aidants. C'est aussi intéressant, je trouve, et c'était le plaisir de vous retrouver, de discuter, parfois aussi de réfléchir à ce que c'est qu'un aidant. Et c'est ce que fait votre association et je trouve ça intéressant. Vous ne faites pas que de l'aide directe, vous faites aussi beaucoup de réflexions et j'invite les personnes qui sont présentes à aller sur votre site internet et à regarder tous vos travaux sur ce que c'est qu'être aidant et ce que ça implique et les combats que vous menez, puisque vous êtes quand même une association qui apporte beaucoup de changements sur ce genre de choses-là. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette plénière qui rentrait dans le thème de la journée mondiale qui est la connexion, rester connecté. Et Dieu sait qu'avec le Covid et les confinements, on a eu le thème de la journée mondiale sur les 2 dernières années a été adéquat. L'après-midi continue avec une nouvelle session de 4 ateliers. Si vous n'êtes pas inscrit à un, je vous invite à aller de suite sur connexion au pluriel cep.org pour vous inscrire à en choisir un. L'inscription elle est automatique, vous recevez le lien immédiatement, il n'y a pas de délai. Donc pas d'excuse pour ne pas regarder encore un dernier atelier, participer à un dernier atelier. Merci encore à Madame Tual, merci encore Nathalie d'avoir animé et n'oubliez pas que ce n'est pas fini. Demain, même si c'est la fête des mères, on continue. On commence par des ateliers, ensuite on va parler de parentalité, de comment on discute avec ses enfants, comment on communique avec ses enfants. Et
Et ensuite, une deuxième session encore d'atelier pour clore. Et puis, on va finir avec un atelier de philosophie sur Vivons heureux. Bonne fin d'après-midi à tous et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.